Go. Bonjour, je suis ravie de recevoir dans nos studios à Bruxelles Perrine Sokal. Bonjour Perrine, Bonjour. merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, vous entamez aujourd'hui même un nouveau podcast documentaire qui s'intitule La mallette verte et dont vous êtes la réalisatrice et qui raconte d'une certaine manière l'histoire de votre famille, donc la petite histoire, Mhm. et surtout la grande histoire, Perrine. Voilà, c'est ça. C'était une histoire qu'on ne connaissait pas, qui nous avait été cachée et qu'on a découverte un beau jour. Et donc, c'est ce que je raconte, en fait, ce qu'on a découvert et ce que les recherches ont permis aussi de mettre en lumière et d'expliquer par rapport à ces découvertes-là. Alors, c'est une série de 8 épisodes qu'on peut donc découvrir à partir d'aujourd'hui à la radio et sur toutes les plateformes de podcast. Quand votre grand-père est mort, Perrine, vous avez découvert physiquement une mallette verte avec des archives qui racontaient ce qu'avait fait en fait votre arrière-grand-père, Émile Sokal, marchand d'art juif à Vienne au début du XXe siècle. Oui, c'est ça. Et donc, c'est une histoire dont on n'avait jamais entendu parler parce que mon grand-père ne voulait rien dire sur son passé. Donc, on savait juste qu'il était arrivé à Bruxelles en 1939 et qu'il venait de Vienne, qu'il était venu avec ses deux frères et son père. Mais les raisons de son départ, il nous avait jamais expliqué ça. Il nous a jamais expliqué non plus qui étaient ses parents, ce qu'il faisait, ce que faisait son père, donc mon arrière-grand-père Émile Sekel, ni les raisons de la mort de sa mère, mon arrière-grand-mère. Et Ah donc, oui, alors ça c'est un mystère. voilà, donc je ne vais pas en révéler trop, mais donc les archives qu'on trouve dans la mallette verte nous mènent vers d'autres archives, et un peu de fil en aiguille, comme ça, c'est un peu un jeu de pistes. Je vais aux archives générales du Royaume, j'en découvre plus. Je me rends à Vienne pour en découvrir davantage aussi, à Innsbruck. Et de fil en aiguille, je fais la lumière sur cette histoire, sur les activités de marchand d'art de mon arrière-grand-père Émile Sokal et les raisons pour lesquelles il aurait fâché les nazis par ses activités de vente d'objets religieux et sur les raisons de la mort de mon arrière-grand-mère. Alors, Émile Sokal, c'est pas n'importe qui, hein, Perrine. Ça a l'air d'être quand même un sacré personnage, votre Ouais. arrière-grand-père, hein. Il est poursuivi par la Gestapo pour son rôle dans la vente d'objets d'art, exposé aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire de Vienne, Oui. hein. Et on ne sait pas très bien si c'est un vrai héros ou un demi-escroc. Qu'est-ce que vous avez comme conclusion là-dessus? Tout à fait. Alors, la conclusion, elle vient dans le dernier épisode, mais c'est toute cette interrogation-là tout au long de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le dossier où il demande le statut de réfugié politique, il explique son rôle dans la vente du calice. Donc, évidemment, il se montre sous un beau jour. Et la question est de savoir quel était son rôle exactement. Est-ce qu'il a dit la vérité? Est-ce qu'il a un peu embelli la réalité pour obtenir son visa, son statut de réfugié politique? Et au fil de l'enquête, je découvre qu'effectivement, il était aussi impliqué dans des affaires qui n'étaient pas toujours très nettes. Et Mhm. la question est de savoir qui il était vraiment et d'arriver à dépasser aussi ce côté parfois noir et blanc, comme on voit l'histoire en noir et blanc, les victimes juives et les méchants nazis. La réalité est toujours un peu plus complexe et on peut à la fois avoir fait des actes héroïques et des actes un petit peu moins héroïques. Et donc l'idée je trouve que c'est ça qui est intéressant d'analyser l'histoire par un biais biographique. Ça permet de replacer toutes les nuances. L'histoire, elle est faite de personnes comme vous et moi et tout le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Oui. Alors, donc, on a votre voix dans cette série de podcasts et vous avez interviewé de nombreux experts à la Fondation de la mémoire contemporaine, au Musée de l'histoire de l'art à Vienne, à Innsbruck. Pourquoi vous avez choisi, en fait, de mettre tous ces experts dans le podcast? Pourquoi c'était important pour vous, Perrine? Mais d'abord, je ne suis pas historienne. Enfin, j'ai eu pas mal de cours d'histoire, j'ai fait les lettres, mais je ne suis pas historienne en tant que telle. Et j'avais besoin de comprendre ce contexte historique pour aussi arriver à valider ou non certaines hypothèses. Comme je vous le disais, il y a la version de mon arrière-grand-père dans son dossier, mais est-ce qu'il dit vrai? Est-ce que sa version de l'histoire est vraisemblable? Et donc, j'avais besoin de repères historiques pour pouvoir déterminer ça. Donc effectivement, Barbara Dickson de la Fondation pour la mémoire contemporaine m'a aidé à y voir plus clair aussi dans les conditions d'accueil des Juifs à l'époque, quand la famille est arrivée à Bruxelles.
Et puis, j'ai aussi l'aide, d'archivistes, qui m'aident à retrouver, les traces de la vente des objets religieux et me donnent leur version des circonstances, par exemple de la vente du fameux calice exposé au musée d'art et d'histoire de Vienne. Alors, c'est vrai que la série, du coup, elle lève le voile sur l'histoire de l'Allemagne nazie, sur l'accueil des Juifs en Belgique, sur les relations avec l'Église catholique et entre eux et les nazis. Donc, à chaque fois, vous essayez de donner et ce qui se passe donc dans la famille et le contexte. Oui, tout à fait, c'est la petite histoire dans la grande. Et ça montre aussi, je pense, toute, l'emprise que les nazis avaient sur la société, hein, pas uniquement la religion, mais aussi la culture et l'art et le domaine de la santé. Et de nouveau, je pense que c'est grâce à l'angle biographique qu'on peut voir que, évidemment, une personne n'est pas juste juive et n'est pas juste poursuivie par la Gestapo parce qu'elle est juive, mais peut-être aussi à cause d'autres éléments qui font que les nazis veulent interférer, enfin, ou qu'en tout cas les circonstances font que les destins de ces personnes-là sont complètement impactés par l'histoire. Justement, vous parliez de la santé, il y a quelque chose d'assez peu connu qu'on apprend dans le podcast, c'est le sort des patients des asiles Mhm. psychiatriques. Oui, tout à fait. Et là, ça m'amène au sujet de l'action T4, l'action Téphir. Et de nouveau, là, j'avais besoin d'une experte pour m'en raconter un peu plus. Et donc, c'est Sabine Wiber, qui est de l'Université de Glasgow, qui a bien étudié l'hôpital psychiatrique où était enfermé, hospitalisé, hein, on ne sait pas trop, mon Ouais. arrière-grand-mère, et qui remet ça un petit peu en perspective. Et donc, c'est toute la question de l'eugénisme, hein, des nazis qui voulaient s'assurer d'une race aryenne avec des personnes en bonne santé mentale, en bonne santé physique aussi. Et donc, on déconsidérait complètement les malades. Et donc, dans le podcast, je reviens sur le sort des patients dans cet asile psychiatrique spécifique, mais aussi dans d'autres asiles psychiatriques en Autriche et en Allemagne. Et est-ce que, où est-ce que mon arrière-grand-mère se situait par rapport à cette histoire-là? Est-ce qu'elle en a été victime, oui ou non? Alors, Perrine, vous n'êtes pas toute seule dans ce podcast de la mallette verte. En dehors de vos invités, vous avez beaucoup travaillé et c'est d'ailleurs ce qui fait sa qualité. Vous avez quelqu'un qui vous a aidé au montage, au mixage, une musique originale, de l'illustration sonore. À quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait vraiment faire un intense travail de production pour ce projet? Très bonne question. Alors moi, je viens pas du monde de la radio ou du podcast, donc je ne connaissais pas très bien les acteurs dans ce monde-là. J'ai commencé seule et je me suis vite sentie dépassée tellement la matière était énorme. Il y a évidemment l'aspect technique, mais il y a surtout, avant tout, la question, c'est la scénarisation de toute cette matière-là. Comment est-ce qu'on la raconte de manière fluide? C'est une histoire avec Bien peut-être sûr. beaucoup de personnages, beaucoup d'éléments, comment on arrive à distiller tout ça, comment on raconte une histoire complexe de manière fluide. Et donc, je suis entrée en contact un peu par le hasard des choses avec Thibaut Kuckelbergs du XARA, ASBL XARA, atelier de production. Et quand je lui ai raconté l'histoire de mon podcast, il a tout de suite cru en la qualité du projet, je pense. Et donc de là, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble sur le projet et ensemble aller demander des subsides au Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, euh, et à la Fondation pour la mémoire de la Shoah en France. Tout à fait. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui permet, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a entendu beaucoup de choses sur la Shoah, quand vous faites un podcast comme La Mallette Verte, il faut vraiment avoir une valeur ajoutée, en fait. Il faut Mhm. que ça soit différent de tout ce que les gens ont pu avoir déjà entendu. Et c'est le cas pour La Mallette Verte. Est-ce que vous avez aussi travaillé votre voix, Perrine, si vous me disiez que vous n'aviez pas fait de radio avant? Ah, je crois que c'est venu par la pratique, Mm. puisque je me suis pas mal, avant d'aller en studio pour enregistrer, il y avait énormément de tests dans les différents épisodes. On est passé par, je sais pas combien de versions de chaque épisode, évidemment le temps d'arriver à la bonne version. Et donc Mhm. pour tester ces versions-là, je m'exerçais chez moi avec mon micro, et je pense que ça m'a aidée, au fur et à mesure à apprendre à poser ma voix, oui. Mm. Alors, votre oncle aussi, il avait déjà été inspiré par cet aïeul fantasque, Mmh. Perrine. Oui, donc mon oncle, s'appelait Benoît Soquel.
Et il était dessinateur, et auteur de jeux vidéo, donc il a fait la série des bandes dessinées Canardo, Inspecteur Il Canardo. est très connu, Oui, c'est pour ça que que tout je à vous fait, pose la question. Oui. tout à fait. Et c'est lui qui a découvert la mallette verte, en fait, à la mort de mon grand-père. Et c Mmh. et c'est lui qui a trouvé ça, passionnant et qui s'est plongé dedans, qui l'a ramené chez lui et qui a trouvé matière à inspiration vraiment dans son œuvre. Et donc dans son dernier jeu vidéo qui s'appelle Siberia: The World Before, il on voit qu'il est clairement inspiré par cette histoire-là. Il y a des allusions enfin, on se trouve dans une ville qui ressemble entre Vienne et Bruxelles. Il y a des trams à destination de Baden. L'héroïne tombe sur un portrait et elle commence à se passionner de cette quête, de savoir qui est cette personne. Et elle se Mmh. lance dans une quête pour savoir qui est cette personne. Donc il y a énormément de parallèles. Bon, malheureusement, Benoît est décédé en 2021, juste avant la sortie de son jeu vidéo. Et quand son jeu est sorti, qu'il était plus là, moi je voyais les bandes annonces de ce jeu et je voyais tous ces éléments qui me rappelaient l'histoire de la mallette verte. Et donc j'ai trouvé ça passionnant. Et donc pourquoi est-ce que j'ai commencé en fait ce podcast? C'est parce que je savais que malheureusement Benoît n'allait pas bien, et comme c'était vraiment celui dans la famille Oui. qui s'était le plus intéressé à ça, je voulais m'assurer de récolter tout ce qu'il savait. On en parlait dans les réunions de famille, entre la soupe et les patates, on va dire, comme on dit en bon belge. Mmh. Mmh. Mais j'avais envie de capturer tout ça, et donc j'ai enregistré ma conversation avec lui, et c'était le début du podcast. Et puis c'est comme ça que maintenant c'est vous qui avez la responsabilité de cette, transmission. Ça fait une génération de plus par rapport, Mm. à votre oncle. Bravo Perrine Socal. Donc j'invite nos auditeurs à écouter La Mallette verte à partir d'aujourd'hui sur Radio Judaïka, également sur, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Il y a 8 épisodes, ça s'écoute très facilement et c'est très bien écrit, très bien produit, et également les coulisses de l'enquête sur Instagram Tout à avec fait. le compte arrobas la mallette verte. C'est facile à retenir, hein. Perrine Socal, merci, bravo, hein, et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Petite précision, la mallette verte, ça s'écrit avec 2 L, je le dis parce que tout le monde fait la faute d'orthographe. Ah bah pourtant, alors là, ça, c'est vraiment Oui, pas une faute qu'on aurait fait. C'est du parce qu'on me dit français qu'on ne trouve classique, pas parfois. mallette, quand Voilà. même, hein. D'accord. Allez, la mallette verte sur Radio Judaïka à partir d'aujourd'hui, 18 octobre. Bonne journée, Perrine Socal. Merci à vous. Merci beaucoup.